Nous sommes en pleine Chebka, l'une des régions les plus inhospitalières du Sahara. Il y a près de 1000 ans, la secte ibadite, chassée par les musulmans du royaume de Tiaret, découvrit ici la désolation de l'oued Mzab. Tour à tour, 5 villes fortifiées, échelonnées sur une dizaine de kilomètres, furent construites entre les falaises qui barrent l'horizon, de part et d'autre de la vallée. Gardaïa, la capitale, est dominée par une mosquée aux allures de forteresse. Son minaret fut érigé en une seule journée par la population menacée d'une invasion barbare. Au pied de cette étrange construction coulent d'étroites ruelles, dont le calme et une étonnante fraîcheur contrastent avec l'agitation du marché tout proche. Azili ne connaît pas Gardaïa. Il est né à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Ses yeux d'enfant n'ont jamais contemplé que le désert. Son horizon, c'est le Grand Ergue, dont les dunes viennent lécher les palmiers d'El Goléa. Avec ses camarades, il passe des heures à courir dans les dunes. Ces dunes qui peu à peu reprennent leurs droits sur les palmeraies fantômes du colonialisme. Nous avons rencontré Mohamed, le père d'Azili. Depuis toujours, sa famille habite El Goléa, et malgré ses vêtements européens et son français impeccable, il ne jure que par le désert, son désert. Il nous a emmenés voir le tombeau de Charles de Foucault et l'église dédiée à cet ermite, mort à Tamanrasset. Ce lieu saint, battu par les vents du désert, a été abandonné il y a plusieurs années par les Pères Blancs et risque de disparaître à jamais sous les sables. Nous longeons les dunes du Grand Ergue occidental. La route est excellente, et malgré l'aridité du décor, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, aucune raison de nous égarer non plus. Le goudron se perd sur l'horizon en une ligne droite infinie. Pourtant, souvent nous nous arrêtons pour regarder la carte, pour nous rassurer peut-être, mais surtout pour constater que malgré ce parfait ruban d'asphalte, nous progressons très peu dans l'immensité saharienne. 300 km nous séparent de la prochaine oasis, Insala, et Mohamed nous a prévenus. Nous allons bientôt regretter le goudron de la transsaharienne, qui il y a quelques années filait jusqu'à Tamanrasset. Celle-ci n'a pas résisté aux assauts du climat et des poids lourds. Dans quelques dizaines de kilomètres, sur le plateau du Tadimaït, nous avalerons nos premières gorgées de poussière. Notre première nuit sous les étoiles du désert
aura été assez fraîche. À peine 2 ou 3 degrés au lever du jour. Heureusement que nous sommes relativement bien équipés. Et puis dans quelques heures, l'atmosphère devrait se réchauffer. En attendant, c'est chaudement habillé que chacun vaque à ses occupations matinales. Sur la piste qui mène à Insala, le ciel chargé de poussière nous laisse présager quelques difficultés. Peu après Insala, nous affrontons notre premier vent de sable. La visibilité étant réduite à quelques mètres, nous sommes contraints de nous arrêter. Nous mettrons 2 jours, sur une piste assez pénible, pour rejoindre le marabout de Moulay Hassan. Nous ferons 3 fois le tour du tombeau du Saint-Homme, afin de conjurer le mauvais sort, comme le veut la tradition. Tant mieux, car les rochers environnants, curieusement sculptés par le vent, ne nous paraissent pas de très bon augure. Malgré la tôle ondulée, le sable et les cailloux, nous atteignons enfin le Hogar. La piste, refaite récemment, nous mène à travers les pics volcaniques en direction du massif de l'Atakor. Peu à peu, nous prenons de l'altitude, dans un paysage embrasé par le soleil couchant. Nous sommes à 2000 mètres. Vendredi 3 janvier. Le jour se lève sur les contreforts de l'Atakor. Malgré l'éclat du soleil, l'air est glacé. Cette nuit, le thermomètre est descendu à moins 11 degrés au sol, et nous avons grand-peine à sortir des duvets. Gilles a allumé un feu de crotte de chameau, et nous tentons de faire du café avec le peu d'eau que Manu arrive à extraire des bidons. Ils ont gelé.
Les filles, comme chaque matin, entreprennent une toilette méticuleuse, tâche ardue, dont l'utilité nous échappe totalement. Partant du principe qu'on ne risque de se salir que si l'on est propre, nous attaquons cette nouvelle journée de piste comme les précédentes, astucieusement protégées de la poussière d'aujourd'hui par celle d'hier. Nous grimpons vers la Sécrème. C'est à pied que nous rejoindrons le plateau, où à 2800 mètres d'altitude, Charles de Foucault construisit son ermitage, dominant les splendides aiguilles de la Tacor. Nous avons pris une piste vers le nord-est, en direction d'Irafoc. Quelques chameaux indifférents nous regardent passer d'un œil distrait. Se confondant avec les rochers, une fragile gazelle s'enfuit à notre approche.
Le chuchotement de l'eau sur la pierre. Impression fugitive ou réalité insolite. Au hasard d'un canyon apparaît une résurgence, et sur quelques centaines de mètres, un filet d'eau a effacé le désert. Le sable et la poussière ont fait place à l'enchantement des gueltas. La pierre efface à nouveau le murmure de l'eau, et le désert, un instant défié, redevient désert. Peu avant le soir, nous avons quitté les montagnes de l'Atakor. Nous traversons un village touareg. Cette fois, nous quittons définitivement le Hogar pour filer vers la frontière nigérienne, 400 km au sud. Après 2 jours de piste, nous bivouaquons près des dunes de Laouni. Au matin, le vent qui souffle sur le sable m'a arraché de mon sommeil. Je me suis levé, et comme dans un rêve, j'ai assisté à la naissance de la lumière. Seul, j'ai escaladé la dune, espérant rêver plus loin que le désert. Mais je n'ai trouvé que le désert.
maigre végétation tente d'entraver l'avance irréversible du désert. Un berger sur son âne s'éloigne sous la chaleur étouffante. Un troupeau de vaches maigres et indifférentes. Nous traversons les terres desséchées du Sahel. Puis les premières cases apparaissent sur l'horizon. Nous pénétrons en Afrique noire. Nous avons quitté le Niger pour le Bénin. Nous avons beaucoup de mal à nous habituer à l'agitation de la foule africaine. La poussière de la piste embrume encore nos cerveaux. Mais qu'importe, demain, nous nous baignerons dans l'Atlantique.